Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est le poil à gratter de l'Europe, sa conscience. Voici ce que déclarait Françoise Tulkens après y avoir siégé comme juge pendant 14 ans. Nous avons le plaisir de la recevoir ce soir avec son successeur, Frédéric Krenk, celui qui, 9 ans après elle, va veiller au respect des droits fondamentaux de toutes les Européennes et tous les Européens pour les années à venir. Quelles sont les missions de la Cour européenne des droits de l'homme, le rôle des juges et l'état de nos droits fondamentaux en 2021 ? On en discute avec ces deux observateurs éclairés. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors Françoise Tulkens, Frédéric Krenk, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, donc Françoise Tulkens, je ne sais pas s'il faut encore vous présenter. Finalement, votre engagement pour les droits de l'homme a marqué vraiment votre carrière professionnelle, mais également votre vie de femme, de citoyenne, j'ai envie de dire. Vous avez débuté votre carrière comme avocate, puis professeure de droit à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes très vite intéressée aux matières européennes et aux droits humains, ce qui vous a notamment amené à présider la Ligue des droits humains, enfin la Ligue des droits de l'homme, comme on l'appelait encore à l'époque, de 1996 à 1998. Et en 1998, vous devenez donc juge à la Cour européenne des droits de l'homme jusqu'en 2012, institution dont vous avez été la vice-présidente. Et aujourd'hui, vous restez toujours très active à plusieurs niveaux avec ce même credo, la défense des droits humains. Et donc, en face de vous aujourd'hui, Frédéric Krenk, c'est vous qui allez donc prendre la relève dès le 13 septembre à Strasbourg en tant que juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous succéderez au magistrat néerlandophone Paul Lemens, qui avait donc lui-même succédé à Françoise Tulkens. Alors, déjà, est-ce qu'on peut dire que vous étiez prédestiné ? Parce qu'en fait, en septembre 2001, vous étiez alors étudiant et vous aviez effectué un stage auprès de Françoise Tulkens à Strasbourg. Est-ce que c'est un stage qui vous a donné le goût, finalement, de la défense des droits humains ? Oui, c'est vrai que ça fait 20 ans maintenant. Oui, c'est un stage qui a été très formateur et même, je dirais même véritablement fondateur pour moi, parce que j'ai pu suivre Françoise dans son quotidien de juge pendant un mois. Et donc, ça a été très intéressant, très enrichissant pour moi de voir comment concrètement les dossiers étaient traités, comment les décisions ont été prises, quelle est l'importance de la collégialité, comment se construit, se fabrique une décision. Et donc, ça a vraiment été vraiment fondateur pour moi parce que ça m'a guidé ensuite pour le reste de mon activité professionnelle au barreau et à l'université. Ben oui, hein, donc vous êtes toujours jusqu'au 13 septembre avocat au barreau de Bruxelles. Vous dirigez aussi la revue trimestrielle des droits de l'homme depuis 2014 et vous êtes également donc maître de conférence à l'Université catholique de Louvain. Et Françoise Tulkens, je sais que vous connaissez bien, vous avez beaucoup travaillé ensemble. Alors juste peut-être une note personnelle avant de démarrer. Quelles sont pour vous les qualités de Frédéric Krenk qui en feront selon vous un bon juge à la Cour européenne des droits de l'homme ? Mais ça, c'est une très excellente question et je suis contente d'y répondre, je ne me cache pas. Je dirais à la fois les qualités intellectuelles, évidemment, qui sont évidentes. Je dirais, c'est un peu la base, ça c'est certain. Les qualités intellectuelles vraiment importante, une connaissance de la Convention, de la Cour qui est vraiment assez exceptionnelle. Je dirais tout ça, bien sûr, je vais dire c'est évident, on ne devient pas juge, on n'a pas ça, mais il y a bien d'autres choses aussi. Et ce que je trouve vraiment, vraiment très bien chez Frédéric, c'est qu'il a une approche vraiment profonde et en même temps souple. Donc je trouve que on peut se tutoyer, puisque voilà, on se connaît tellement. Bien, mais... je trouve que ce qui est vraiment important, c'est que tu as une approche profonde, solide, documentée, engagée et en même temps souple, ouverte, très calme. Très calme, tu vois ça avec distance, avec intelligence. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel. Parce que les affaires à la Cour sont des affaires qui sont à la fois, évidemment, complexes, difficiles, sur le plan technique, mais aussi qui mettent quand même en cause des questions morales, des questions éthiques, des questions philosophiques. C'est ça, l'essentiel, la liberté d'expression, la torture, le droit à la vie privée, tout ça pose des questions juridiques, bien sûr, mais derrière tout ça, aussi des questions de société. Et donc, je trouve qu'il faut quelqu'un qui vraiment ait cet intérêt profond pour les droits humains. Et je trouve que ça, tu l'as montré pendant ces 20 années qu'on se connaît, même un peu plus, quoi. Et c'est ça qui fait un juge. Parce que le juge, alors, il doit être à la fois indépendant et impartial, évidemment. Et ça, tu sais ce que c'est. Par ta profession d'avocat pendant des années, c'est essentiel. Vous avez dit tout à l'heure, il était élu le juge belge. Il n'est pas le juge belge, il est le juge élu au titre de la Belgique. Ça veut dire qu'il ne va pas défendre la Belgique, non, il sera indépendant, il sera impartial, ce qui est vraiment fondamental. Et donc, il faut cet ensemble de qualités qu'il a, que je n'avais peut-être pas nécessairement du tout
tout, hein, parce que il ne faut pas croire que je fais... pas quand même. Non, c'est pas ça. Mais voilà, oui, c'est des qualités que tu as. Il faut vraiment ce mélange à la fois d'engagement, de position personnelle et de connaissances. Voilà, et bien c'est un peu ça. Parce que c'est pas facile de juger. Il y a des questions humaines qui sont extrêmement délicates, qui sont extrêmement difficiles. Mais on va en parler justement du rôle du juge. Oui. Mais peut-être avant ça, je me retourne vers vous, Frédéric Krenk, avec un premier défi. Est-ce que vous pourriez vraiment nous présenter finalement la Cour européenne des droits de l'homme? Quelles sont ses missions vraiment principales? Mais la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction internationale qui est rattachée au Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale qui s'étend de Lisbonne à Vladivostok. Ça concerne les 47 États membres, donc à ne pas confondre évidemment avec l'Union européenne et ses 27 États membres. Et la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été mise en place, voulue par les États au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour éviter le retour de régimes dictatoriaux, de régimes totalitaires. Donc c'est ça l'idée. Et donc, et Françoise reprend toujours cette expression, je crois que l'on doit à Tedjen, il fallait une conscience qui sonne l'alarme. Eh bien, c'était ça la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc sa mission, c'est simplement, je dirais simplement, de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, j'aime bien l'expression que l'on doit à Antoine Garapon. Elle est la gardienne des promesses. Les États se sont mis autour d'une table. On a fondé un pacte pour l'Europe. Et la mission de la Cour, c'est de veiller au respect de ce pacte. Elle est la gardienne des promesses étatiques, promesses démocratiques. Elle ne doit ni être audacieuse ni être prudente. Elle doit assumer la mission que les États lui ont donné, en fait, lui ont confié. C'est ça. En fait, la Cour tire sa légitimité de la souveraineté des États. C'est pas une limite à la souveraineté. Elle tire vraiment sa légitimité de la souveraineté des États. Et c'est vrai qu'on dit que la Convention, par exemple, européenne des droits de l'homme, sur laquelle se base finalement la Cour européenne des droits de l'homme, elle est basée sur ce qu'on appelle un juste équilibre entre les droits individuels et l'intérêt général. C'est ça aussi que vous devez, en tant que juge, oui, je dirais plus peut-être juge. Droits individuels, alors pas dans le sens des droits, je dirais des prérogatives, en disant on ne construit pas une société. Il y a un ouvrage très intéressant, c'est Sans la liberté de François Sureau, qui explique bien la différence entre liberté et droit. Ce n'est pas l'individu égoïste qui revendique des droits, c'est un citoyen qui revendique les libertés pour construire une société qui soit à la fois plus libre, plus juste, plus solidaire et plus durable. C'est dans ce sens-là. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est avant tout, on ne peut pas dire que les droits et libertés sont placés sur un même pied que l'intérêt général. Il n'y a pas véritablement d'antagonisme, d'opposition. Ce sont des droits fondamentaux au profit des individus. Et ce qui est remarquable dans la Convention, c'est que l'individu est au cœur du projet de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que la Convention lui confère des droits et lui confère aussi la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ça qui est ça fait remarquable et d'unique d'ailleurs dans cette convention. Oui, et c'est clair, c'est une formule qui est assez inédite dans le monde, même si elle a fait quelques petits sur d'autres continents. François Sulkens, est-ce que vous pensez qu'une telle cour pourrait encore voir le jour aujourd'hui? Donc elle a été créée dans les années 50. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui elle pourrait encore voir le jour de la même manière, avec une telle indépendance? Là, c'est une question délicate, mais il ne faut pas croire... Oui, aujourd'hui, je crois que ça serait difficile, mais en 50, c'était aussi difficile. Donc, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus difficile qu'avant. Quand on reprend un peu toute l'histoire de la Convention et de la Cour, la création de la Cour n'était pas du tout un long fleuve tranquille, loin de là. Si on reprend les travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il y avait une série d'objections, et des objections que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment intéressant à voir. La Cour va être trop politique, par exemple. On disait, c'est des questions que l'on retrouve aussi aujourd'hui, parce que, soyons clairs, et les droits humains et la Cour des droits de l'homme et beaucoup de juridictions internationales sont dans une période de turbulence pour le moment. Mais donc, le moment où la Cour a été créée, il y a eu des objections. La souveraineté, comme tu dis très bien, la Cour tire sa légitimité de la souveraineté. Certains ont dit, oh mon Dieu, ça va porter atteinte à la souveraineté des États. Oui, d'une certaine manière, évidemment. Il va avoir trop d'affaires. C'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui. C'est frappant de voir que, beaucoup, et certains disaient,
et c'était l'objection évidemment majeure, au fond, de quoi faut-il s'occuper? Est-ce que d'autres États vont venir s'occuper de nos affaires? Et alors, c'est à ce moment-là que Ted Jane a eu cette phrase qui, je trouvais magnifique: il faut au sein de l'Europe une conscience qui sonne l'alarme. Car, et alors, il continuait en disant, on n'est jamais à l'abri d'une reprise totalitaire. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai, ça sonne de manière très forte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on arrivera à ça? Non, je ne pense pas, mais on ferait peut-être autre chose. La Cour pénale internationale a quand même vu le jour ça fait 20 ans déjà, tout compte fait. Donc, il faut repenser quand même aussi aujourd'hui un peu le système de contrôle supranational. Parce que ce qu'elle a derrière, c'est cette idée que pour que les droits ne soient pas simplement des grandes paroles en l'air ou des déclarations, il faut qu'ils soient mis en œuvre. Et c'est ça le rôle de la Cour des droits de l'homme, d'assurer sa mise en œuvre concrète, effective, l'effectivité des droits fondamentaux. Mais on sait qu'il y a quand même des États, alors j'en cite quelques-uns, mais la Pologne, la Hongrie, la Russie, la Turquie, qui remettent quand même régulièrement en cause les arrêts et les jugements de la Cour, qui contestent le bien fondé des décisions. Du coup, comment on peut lutter ou quels sont les moyens d'action finalement face à ces contestations? C'est pas facile. C'est une vraie question que vous soulevez là, parce que effectivement, ça a commencé par la Turquie, effectivement, qui ne mettront plus en œuvre que les arrêts. C'est surtout la Pologne qui a lancé le mouvement, et puis la Russie. Et ça, si effectivement ils disent qu'ils ne mettent plus en œuvre les arrêts de la Cour, ça c'est une atteinte évidemment grave, parce que ces arrêts n'ont de sens que s'ils sont bien sûr mis en œuvre. Et on voit très bien qu'il y a maintenant des méfiances, et en Angleterre aussi. Toujours la question, alors là, qui va beaucoup plus loin, il y a des années. Maintenant, ils sont tellement occupés avec le Brexit qu'ils ne pensent plus trop à la Cour, mais ça reviendra, j'en suis sûre. Là, on disait, on va abandonner. Les droits de l'homme sont revenus à la maison avec leur loi sur les droits humains, et dès lors, il n'y a plus besoin d'un contrôle externe. Ça, c'est une vraie question pour le moment auquel la Cour doit réagir. Elle ne va pas faire un plaidoyer pro domo, mais il faut, je trouve, continuer à expliquer ce qu'est un contrôle supranational, qui est justement un contrôle du tiers. C'est ça qu'est la Cour. On n'est pas au-dessus des États, on n'est pas au-dessus des juridictions internes, on est à côté. C'est ça le contrôle des droits humains, qui est une instance à côté des instances nationales, pour à la fois les aider, les substituer lorsqu'il c'est nécessaire. C'est ça, et c'est ça évidemment que beaucoup d'États ne veulent plus, parce qu'il y a un repli, souverainiste entre guillemets, parce que ou individualiste, on fait ça très bien chez nous, donc pas de contrôle externe. Et ça, c'est un vrai problème. Une fois qu'on refuse le contrôle externe, on rentre dans la voie du risque d'abus et d'arbitraire. Alors, Frédéric Krenk, donc, quel est justement le réel pouvoir d'un juge à la Cour? Quel est votre rôle? Est-ce que c'est d'interpréter justement cette Convention européenne des droits de l'homme, de continuer à la faire vivre aussi? Mais je n'y suis pas encore, donc c'est difficile, mais c'est vrai que la Cour, en principe, a deux missions, c'est interpréter et appliquer. C'est donner sens à un texte qui était donner le sens en 2021 et pour les années futures, d'un texte qui a été adopté en 1950. Par exemple, quand on parlait de la correspondance en 1950, on n'imaginait pas le courrier électronique, par exemple. Donc c'est faire en sorte que ce texte soit aujourd'hui porteur de sens pour les générations actuelles et futures. Donc c'est en faire un instrument vivant et lui donner... Il ne s'agit pas de réviser un texte, mais de donner la pleine effectivité, donner le plein sens aux dispositions qui garantissent les droits fondamentaux. Ça, c'est la mission du juge. Donc, ne pas aller au-delà de ça, ne pas aller en dessous de ça. Et garantir aussi l'état de droit. On sait qu'aujourd'hui, il y a des atteintes à l'état de droit, sans entrer dans des cas concrets. Défendre cet état de droit, défendre les droits fondamentaux aussi de façon générale, ça vous paraît essentiel, et encore peut-être plus essentiel aujourd'hui qu'hier? Ça a toujours été essentiel. Donc l'état de droit, c'est quoi? C'est que c'est un état dans lequel toutes les autorités sont soumises au droit, gouvernants comme gouvernés sont assujettis au respect du droit. Et l'état de droit, alors là on en parle beaucoup, suppose avant tout une justice qui soit forte et indépendante. L'indépendance de la justice est au cœur de l'état de droit. L'indépendance de la justice, ça veut dire quoi? C'est l'indépendance donne au juge sa légitimité. Elle assoit l'autorité des décisions du juge, et surtout elle fonde la confiance du justiciable qui voit dans cette indépendance une garantie contre l'arbitraire et un gage d'égalité de traitement. Donc l'indépendance de la justice est tout à fait essentielle, et elle l'est d'autant plus à l'heure où, et Françoise a employé l'expression, où les droits de l'homme reviennent à la maison. Donc on essaie de valoriser ce qu'on appelle la subsidiarité. Donc ça veut dire que les États sont les premiers garants des droits fondamentaux. Ça, c'est une réalité. La Cour n'intervient qu'à un stade ultime, et donc elle exerce un contrôle que l'on dit
subsidiaire au sens de, entre guillemets, secondaire et supplétif. Et c'est important qu'on ait une justice nationale qui soit forte et indépendante. Ça, c'est vraiment cardinal. Et c'est pas uniquement la Pologne, c'est pas uniquement la Hongrie, ça concerne les 47 États membres du Conseil de l'Europe. C'est absolument indispensable. Oui, parce que les menaces finalement contre la démocratie, elles existent dans tous les pays, pas nécessairement dans les pays qu'on a cités tout à l'heure, des pays de l'Est. Elles existent un peu partout, ces menaces. C'est très vrai. C'est très, très vrai ce que vous dites, parce que c'est évidemment assez relativement facile de se focaliser sur certains pays où, effectivement, on constate qu'il y a des lois, enfin, aujourd'hui même, où on parle, on le sait bien, quoi, des lois qui sont véritablement contraires à la démocratie, ça c'est certain, et qui portent atteinte, susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux. Mais c'est vrai, il faut se rendre compte qu'un peu de tout côté, la démocratie est un peu en détresse pour le moment. Ça, je le pense, et c'est vraiment une question qu'il faut reprendre. D'abord, les philosophes, les sociologues, les juristes doivent repenser cette notion de démocratie. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que, au fond, le Conseil de l'Europe, où se trouve la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe s'est fondé au lendemain de la guerre pour défendre la démocratie, l'état de droit et les droits humains. C'est un peu ces trois choses-là. Or, maintenant, on se rend compte que la démocratie, c'est pas qu'il y a des chars dans les rues, on n'en est peut-être pas encore là, mais on voit que, comme c'est un mot anglais, je ne sais pas vraiment comment le traduire, there is a backsliding. Il y a vraiment une sorte ça diminue, ouais. Ça commence à s'effriter. Voilà, à s'effriter, voilà, exactement. Et bien ça, c'est exactement ce qui se passe. Et là, il faut être attentif à toute une série de choses. Lorsque, par exemple, des politiques disent « Oui, mais nous, on n'exécute plus les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ? Tout ça n'est pas tellement important. La Convention des droits de l'enfant, elle ne s'occupe pas de la Belgique. » On entend ça parfois de temps en temps. On voit toute une série de choses où on commence à accepter aisément des grignotages de la démocratie. La liberté d'expression, qui n'est quand même pas en grande forme dans beaucoup de pays, et pas simplement dans les pays qu'on vient de citer. Donc là, il y a vraiment une chose. Et tout à l'heure, vous avez évoqué, toi Frédéric, tu as évoqué cette question d'état de droit. Voilà un concept qu'un jour dans vos émissions, j'ai rien à vous dire, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est vraiment le type même de concept qu'il faudrait un jour travailler à fond. Parce que l'état de droit, maintenant, ça devient un peu un concept fourre-tout. Et il y avait un politicien, dont je tairai le nom bien sûr, qui à un moment donné disait l'état de droit, c'est une argutie juridique. Alors là, c'est quand même fou, alors que c'est vraiment le fondement, c'est le droit au droit, comme tu dis, c'est le droit au juge. Et si aujourd'hui on peut se permettre de dire sur les ondes que l'état de droit, c'est une argutie juridique, il faut vraiment reprendre les choses à la racine. Hein. Il faut vraiment les reprendre à fond. Alors, tout à l'heure, j'avais évoqué la question, le rôle du juge, et tu as bien montré, Frédéric, c'est effectivement interpréter cette convention, parce que c'est ça l'intelligence de la convention. Il faut reconnaître que c'était assez génial en 1950 d'avoir pensé de mettre un organe qui était une juridiction pour interpréter ces droits, pour qu'ils soient pertinents aujourd'hui. Alors, d'un côté, je dirais, c'est dire le droit de la convention, et puis c'est aussi l'appliquer, rendre justice d'une certaine manière pour les personnes qui viennent devant chez nous. Évidemment, quand on voit effectivement, ça Frédéric le connaît parce qu'il connaît tellement bien tous les arrêts de la Cour, mais tu le verras encore plus. Lorsqu'on voit toutes ces affaires parfois extrêmement dures que les gens vivent en Europe, dans notre Europe qui est quand même déjà une petite terre bien privilégiée par rapport à d'autres. Parce qu'évidemment, ce sont des cas concrets. C'est une des particularités de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont des individus qui vont devant la Cour. Exactement. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça protège la Cour de toute interprétation, de toute vision comme ça tout à fait théorique. Non, ce sont les cas qui nous amènent à déterminer ce que sont ces droits. Ouais. Et les cas, malheureusement de le dire, ils vont au-delà de tout ce que l'imagination juridique pourrait penser. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce sont des cas qui soulèvent des questions, oui, politiques, morales, éthiques, et toujours controversées dans les pays. Sinon, on n'arriverait pas jusqu'à la Cour. Oui. Ça serait déjà réglé. C'est ça, parce que ça a été jugé dans le pays. Et puis voilà, après, la personne a décidé d'aller plus loin dans cette démarche. On le sait, quand vous étiez juge à Strasbourg, donc à la Cour européenne des droits de l'homme, Françoise Tulkens, vous avez marqué parfois votre désaccord par rapport à des décisions qui avaient été prises. En tout cas, vous avez eu une décision différente de celle qui avait été rendue. Est-ce que c'est ça, parfois, est-ce que ça doit être difficile ? Est-ce que c'est difficile d'être...
d'être en désaccord. Est-ce que c'est difficile de s'accorder tous ensemble parce que il y a 47 juges de 47 pays différents, donc avec des sensibilités très différentes les uns des autres. Oui, c'est pour ça que je trouve que le système de la Convention d'avoir prévu les opinions dissidentes, ça n'existe pas partout. En Belgique, ça n'existe pas à la Cour de justice de l'Union européenne, ça n'existe pas à la Cour suprême des États-Unis, ça existe. Donc il n'y a pas. Une opinion dissidente, c'est évidemment on n'a pas convaincu, donc il ne faut pas se glorifier de ça. Au contraire, c'est plutôt un signal, c'est qu'on n'a pas convaincu les collègues, c'est qu'on n'a pas été. Bon, ben voilà. D'autre part, je trouve que c'est bien parce que d'abord, ça montre que la réalité parfois elle est nuancée. Et ça, c'est un effet second auquel je n'avais pas pensé, mais ça, je l'ai constaté. Forcément, par exemple, le requérant qui n'a pas eu satisfaction, mais il est quand même content, d'une certaine manière, de voir qu'il n'est pas seul au monde. Et qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent partager. Donc, c'est ça, parce que la justice doit aussi quand même un peu pacifier les relations entre les personnes. Et je trouve que ça l'aide certainement, quoi. Alors oui, parfois, c'est dur de faire une opinion dissidente, parce qu'il ne suffit pas de bougonner dans son coin, il faut l'écrire. Et le dire, il ne faut pas simplement... Donc les arguments, et moi ça m'est arrivé une fois de me dire oui, là je ne peux pas être d'accord. Et puis en commençant à écrire les opinions, j'ai vu que mes arguments ne tenaient pas la route, donc j'ai arrêté. Maintenant, c'est vrai, moi j'ai fait une opinion dissidente, pardonnez-moi de le dire ici au calme, mais notamment sur la question du foulard. Voilà. Oui, sur une jeune turque. Une jeune femme. Vous pouvez nous rappeler juste le cas de Mais c'était Leila Chahine, c'était une jeune universitaire, donc ce n'était pas une petite fille de l'école ou du lycée, c'était une jeune universitaire qui avait été rejetée de son université à Ankara parce qu'elle portait le foulard et qu'alors elle a continué ses études de médecine et elle faisait valoir à la fois la liberté de conscience et de religion et aussi la liberté d'instruction, le droit à l'instruction. Il n'y avait aucune volonté de prosélytisme. Voilà, je trouvais la Cour n'avait pas à dire ce que cette jeune femme devait faire ou ne pas faire. Et quand il y a le droit à l'instruction, arrêter de ne plus permettre d'être dans une université où c'est précisément ça que l'on doit apprendre, voilà, ça me paraissait problématique. Mais c'est vrai que, donc, Frédéric Ring, vous allez vous retrouver donc, au milieu de 46 autres juges, avec 46 autres juges. Vous serez d'ailleurs l'un des plus jeunes autour de la table, parce qu'à part la juge turque, vous êtes donc le plus jeune. En quoi est-ce que ça peut être peut-être un point fort, justement, cette jeunesse et cette diversité? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous en craignez peut-être aussi de la diversité? C'est vraiment une bonne question. À côté des juges, il y a quand même le greffe, parce qu'on oublie souvent, et ça j'ai pu le voir justement grâce au stage que j'ai fait avec Françoise, c'est que le greffe joue un rôle incroyable. C'est le greffe qui prépare les dossiers, donc il y a plus ou moins 650 personnes qui travaillent aujourd'hui au greffe, qui sont des juristes très, très pointus, très compétents, et qui sont d'une aide précieuse, enfin plus qu'une aide précieuse pour les juges. Après, concernant l'âge, j'en sais trop rien. Je vais me présenter tel que je suis. Après, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a toute une série de questions qui intéressent les jeunes générations. Alors là, je pense qu'on voit quand même avec les questions actuelles, s'agissant notamment de la pandémie, on voit quand même qu'il y a... Moi, je suis plutôt optimiste, justement, avec cette génération qui s'investit, qui invente peut-être, qui invente des nouveaux modes, qui lance des nouvelles réflexions sur la démocratie. On sait qu'aujourd'hui, peut-être la démocratie est à bout de souffle, il faut peut-être la réinventer. On sait qu'il y a eu des écrits de David Van Driebrück en France, il y a Dominique Rousseau, donc de revoir ça. Et le monde est complexe et il faut des regards au sein d'une cour avec des 47 juges, des nationalités différentes, des horizons différents, des expériences différentes. Il faut, puisqu'on doit trancher des problèmes tout à fait complexes avec une multitude de questions, il faut aussi que les juges ne représentent pas un bloc comme ça monolithique et qu'on puisse faire valoir aussi au sein de la cour un échange, partager des expériences, des vécus aussi, tout en étant indépendant et impartial, et donc de pouvoir aussi se laisser convaincre par la position des uns et des autres, sans préjugés, on examine le dossier, on essaye d'être il faut être indépendant et impartial. L'impartialité surtout. Vraiment la richesse finalement du débat et de ce qui en sortira. Quels sont pour vous finalement les défis principaux, parce que vous ne savez pas encore sur quelles affaires vous allez devoir statuer, etc. Mais de façon plus générale, les défis vraiment qui attendent la Cour. On a parlé tout à l'heure peut-être de remise en cause, de la légitimité, des choses comme ça. Est-ce que ça fait partie des défis ou est-ce qu'il y en a d'autres? Les défis,
alors pour les droits humains, les défis, si on parle des jeunes générations, moi j'en vois quelques-uns. Il y a quand même la question climatique, la question environnementale. C'est vraiment une question qui va devenir une préoccupation en tout cas, et pas dans un sens strict, de manière plus large, pour un monde durable, je dirais au sens large. Ça, c'est un premier défi, je dirais le défi climatique, le défi numérique aussi, avec toute la question de la protection des données à caractère personnel, les nouveaux modes de communication, l'intelligence artificielle. Donc, c'est une question très, très importante. Le défi migratoire. Alors, comment aujourd'hui concilier mondialisation et frontières? Quel sens donner aux frontières aujourd'hui? Ça, c'est vraiment une question... Et demain encore, qui sera... parce que là, on touche vraiment à la question au régalien, comme on dirait en France. La protection des personnes les plus vulnérables, femmes, enfants, migrants, personnes dotées d'un handicap. La protection de toutes ces personnes, puisque l'idée d'une démocratie, ça j'aime bien l'expression qu'avait employée Paul Lemmens, donc le successeur de François, il faut saluer aussi son travail, parce qu'il a fait un travail dans un contexte extrêmement difficile, puisqu'il est arrivé à l'ère post-Brighton, au moment où il y avait beaucoup de critiques à l'égard de la Cour. Et lui, il disait la démocratie est une société dans laquelle chacun se sent chez soi, indépendamment de sa condition, indépendamment de son statut. C'est tout à fait essentiel. Et alors, je pense que pour la Cour, il y a deux défis. Le premier, ce sont les critiques, comment gérer ces critiques. Alors la Cour a toujours été critiquée, mais c'est vrai que maintenant on a quand même une critique qui bascule quand même vers la légitimité même du contrôle. Donc ça, il faut alors il ne faut pas statuer du haut d'une tour d'ivoire, il faut les entendre évidemment, il faut répondre à travers les arrêts, les juges vont s'exprimer à travers les arrêts, donc là il faut prendre ses responsabilités. Et puis la question des crises, ça c'est vrai que ça Françoise a déjà beaucoup parlé et écrit à ce sujet-là, c'est que depuis un certain nombre d'années, on est constamment dans les crises. C'était la crise économique, la menace terroriste, la crise sanitaire, avec chaque fois ces mêmes questions. C'est toujours les mêmes questions, les mêmes constats. Et c'est là que les droits fondamentaux prennent tout leur sens. En temps ordinaire, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans cette situation critique que la Convention européenne doit prendre tout son sens. Et j'ai entendu que la Convention européenne était un pacte suicidaire, mais loin de tout ça. La Convention européenne, elle offre une réponse à la crise. Elle permet des restrictions, elle permet des dérogations. Elle donne un cadre, en fait. Et il suffit simplement de s'y référer. Et cette convention a été prévue spécifiquement pour ça. Donc pour la Cour, je dirais, c'est peut-être ces deux défis-là, les critiques et les crises. Les crises. Mais du coup, je me tourne vers vous, Françoise Stulkens, parce que justement, la crise, on en vit une pour l'instant, une crise sanitaire, et on sait qu'elle a mis quand même à rude épreuve les droits humains. Alors rien qu'en Belgique, cette fameuse loi pandémie qui pose quand même beaucoup de questions sur le respect des droits fondamentaux. Vous pensez que ces atteintes aux droits humains qu'on a vécues ces derniers mois pourraient arriver un jour sur la table des juges de la Cour européenne des droits de l'homme ? Certainement, il y en a déjà. Peut-être pas pour la Belgique, mais pour d'autres pays. La Cour est déjà saisie de toute une série de requêtes. Et voilà, ça, c'est des questions que Frédéric Rinck devra sans doute juger s'il se trouve dans la Chambre qui, à ce moment-là, doit gérer ces questions-là. Bien entendu, je dirais que c'est un problème tout à fait classique que la Cour a déjà, dans beaucoup d'autres situations antérieures, appelé à gérer. C'est justement cet équilibre entre les exigences de la santé par rapport aux exigences de la vie privée, de la liberté d'expression, du droit à l'instruction, du droit à la circulation. C'est sûr que les mesures qui ont été prises, à première vue, constituent des ingérences dans les droits fondamentaux. Alors, est-ce qu'il y a un rapport de proportionnalité? C'est ce qu'on a entendu de tous côtés. Et ça, bien sûr, je ne peux pas vous dire dans quel sens la Cour ira, bien entendu, mais ça, c'est certain. C'est certain. Et toute la focalisation sur le rôle du Parlement est évidemment important, parce que s'il y a une ingérence, elle doit être prévue par la loi, pas parce qu'on a le fétichisme de la loi, parce que la loi, c'est le débat démocratique. Et donc, oui, bien sûr que c'est ça. Oui, ce contrôle du Parlement, bien dont sûr. on parle tant, l'importance de ce contrôle du Parlement, c'est ça, parce qu'il faut resituer ça dans la perspective justement de la démocratie, des droits des personnes et des individus et des groupes, parce que les groupes aussi peuvent venir devant la Cour, il ne faut pas oublier. Mais on arrive déjà à la fin de cette émission, mais est-ce que peut-être vous auriez un conseil à donner à Frédéric Rinck, après votre expérience à vous de 14 ans vraiment à Strasbourg, est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose qui ressortirait? Restez comme il est.
rester comme il est, de suivre, je dirais, à la fois ses convictions, de le faire avec calme, avec sérénité. La sérénité est quelque chose quand même essentiel là-dedans. Je trouve qu'il faut et puis de garder, pardonnez-moi d'employer cette expression, mais il faut à la fois avoir le sens des convictions et le sens de la responsabilité à la cour. Il ne s'agit pas d'être Don Quichotte, ça ne sert à rien. Il faut à la fois avoir des convictions, bien entendu, sur des questions critiques et difficiles, et là, il faut pouvoir le dire. Et là, je suis bien certaine il n'y a aucun risque que tu sois, que tu n'oses pas t'engager dans certaines choses, mais en même temps, il faut savoir le faire intelligemment, parce que les arrêts doivent être mis en œuvre par l'État et par les autres États. Donc, il faut pouvoir chaque fois faire cet équilibre entre les convictions et la responsabilité. Oui, et c'est vrai que, et alors je me retourne une dernière fois vers vous, Frédéric Kreng, c'est que j'imagine quand on est dans votre position, on se sent justement investi d'une forme de responsabilité, d'une certaine mission. La responsabilité est à la hauteur de la tâche. Je veux dire, il faut assumer la responsabilité qu'on nous donne, alors sans crainte, mais avec la conscience de l'importance des défis, et ni plus ni moins, je dirais. Et donc, comme j'ai en face de moi Françoise, je voudrais aussi la remercier et saluer aussi les combats qu'elle a menés, et lui dire toute l'admiration que j'ai pour la professeure et la juge qu'elle a été, et pour la femme qu'elle est. Oui, qui a bien défendu. Elle était une grande source d'inspiration. Pour moi, je lui dois beaucoup. Et je pense qu'une grande source d'inspiration pour beaucoup de monde. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. Donc Françoise Tulkens, Frédéric Kreng, bonne continuation. Merci et bonne route, aussi, oui, bonne route à vous à Strasbourg. Pour vous, Frédéric Kreng, on suivra du coup attentivement les prochains arrêts, les prochains jugements. Et merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.